Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Marqueur du statut social et des ambitions de ses propriétaires, les meubles sont plus que le témoin d'une époque. Jean-Marc Olivez nous présente le mobilier en Corse au temps des Bonaparte, à découvrir à la Maison Bonaparte à Ajaccio. Marie-Ange Philippi, elle, en profitera pour revenir sur l'enfance de Napoléon. Et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Jean-Marc Olivez. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Vous êtes conservateur général du Musée national La Maison Bonaparte d'Ajaccio qui accueille jusqu'au 8 juillet prochain une grande première, l'exposition Le mobilier en Corse au temps des Bonaparte. C'est donc le XVIIIe siècle, l'âge d'or de la Corse, si on peut dire. Pouvez-vous déjà nous donner quelques éléments de contexte historique de cette période ? Alors, une période instable à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des rapports avec les autres régions, au niveau de la société corse. Ils ne savaient jamais ce qu'elle allait être leur lendemain. Et en même temps, une période qui peut être qualifiée de notre siècle d'or. Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte, excusez du peu, c'est tout ça dans une même période. Ah oui, et puis c'est le moment où la Méditerranée redevient un enjeu énorme alors qu'elle avait été un peu marginalisée par rapport à l'Atlantique et les Amériques. Là, ça redevient un enjeu important. Il y a moins de conflits avec le monde musulman, donc plus d'échanges. Et puis la Corse se retrouve entre les États italiens, la France, l'Espagne très présente en Italie, et c'est le moment où arrivent les Russes. Et au milieu de tout ça, les Corses décident que la République de Gênes ne s'occupe pas bien d'eux, ils veulent voir ailleurs, et après avoir tourné les regards vers les pays autour d'eux, finalement ils se disent qu'un gouvernement qu'ils vont créer, que Pascal Paoli va créer dans une démocratie totalement innovante, ce serait très bien aussi. Alors les meubles à ce moment-là, ils signifient tout ça. C'est-à-dire que dans une commode, on voit tout ça. Il faut quelques éléments pour le lire, mais on voit tout ça. Et je le disais, cette exposition, c'est une grande première. On n'avait pas eu encore d'études, il n'y a pas d'études existantes sur le mobilier en Corse. Alors ça, c'est fascinant parce que, en général, quand on travaille sur l'identité d'une région, d'un pays, il y a toujours 3 thèmes, c'est l'habitat, le mobilier, le costume. Alors l'habitat, il y a eu des travaux dans les années 70, le costume, il y a eu les travaux de M. Péque-Barbogne, et le mobilier, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un travail remarquable de Pantaléon Alessandri sur le mobilier corse, mais plutôt au niveau technique et au niveau des essences utilisées, mais au niveau histoire de l'art, influence de tel ou tel pays, modèle, rococo, néoclassicisme, retour à l'antique, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est là-dedans que nous nous sommes lancés. Alors, il y a 2 équipes concentriques, il y a une équipe corse, avec les collègues des musées de Bastia, de Corté, avec l'université. Et puis, il y a une équipe avec une collègue anglaise, seule, face à 5 collègues italiens, et ça a fait des étincelles. Là, vraiment, on a trouvé un tas de choses. On reviendra sur ces 17 contributeurs, je crois, au catalogue d'exposition. Alors, vous le disiez, la Corse, elle est au centre de plusieurs influences italiennes, françaises, voire même anglaises, qui est un peu plus loin, mais il y a l'inspiration anglaise, et le carrefour de tout cela, il est matérialisé littéralement au sein de la Maison Bonaparte pour ces meubles, parce que Charles, Laetitia, le grand-oncle Lucien Bonaparte, l'archidiacre, et ensuite les enfants vont tour à tour amener leur touche et acquérir ce mobilier, et donc d'inspiration anglaise, italienne et même française. Alors par exemple, on a Laetitia qui achète du mobilier à Marseille, c'est juste après le retour de Marseille, justement, après le retour et le départ des Anglais. On a Fesch qui achète, il n'est pas encore cardinal, il achète du mobilier à Milan. Et dans les meilleurs ateliers d'ébénisterie de Milan, d'où une enquête policière du professeur Béret qui nous a montré qu'on n'aurait pas du mobilier Maggioline. Maggioline, c'était le top du top, c'était celui qui travaillait pour l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, mais on aurait du Marronne, ce qui est pas mal non plus. Et il nous a trouvé un dessin préparatoire. Ça, on est très content de l'un des meubles d'Ajaccio. Et puis après, vous avez, par exemple, alors, c'était le cas de, vous savez, des expos comme ça, vous envoyez des photos, vous montrez des meubles, et je montre à Lucy Wood, qui a été conservateur au Victorian d'Albert à Londres, je dis, Lucie, à votre avis, notre salle à manger, tout le monde dit elle est anglaise. Elle me dit anglaise, mais alors loin de Londres, je ne sais pas d'où ça sort. Mais... Et après, j'envoie les photos aux Italiens, j'ai dit les Anglais ne veulent pas le reconnaître. Ils me disent non mais
à ce moment-là, le mobilier anglais était très à la mode. Et tous les grands ébénistes italiens copiaient du mobilier anglais. Et il y avait même des Anglais installés en Italie. Donc en fait, le mobilier de la salle à manger de la Maison Bonaparte, c'est du mobilier de style anglais, mais fait par des Italiens. D'accord. Et dans l'étiquette d'un meuble qu'on a retrouvé avec les collègues de la surintendance de Pise et Florence, il y avait, par exemple, Fortunato Castiglione, qui disait « Je fais des meubles de style italien, mais français, anglais ». Donc c'était aussi déjà une époque où on s'est cherché à s'adapter à la clientèle. Complètement, et puis c'est le début peut-être de la mondialisation, quelque part. Autour de l'Europe. Exactement. Vous vous intéressez dans cette exposition aux meubles de l'élite. Qui est-elle, cette élite ? Alors l'élite, ce sont d'abord des familles comme les Bonaparte, c'est-à-dire c'est des familles qui ont des biens fonciers. L'aristocratie, toute l'Europe, c'est comme ça, fonctionne sur la terre. Et puis après, à la terre, on ajoute les charges, c'est-à-dire Charles Bonaparte était assesseur au juge royal d'Ajaccio. Il y en a d'autres dans la famille qui sont prêtres. Il y en a d'autres qui vont être militaires aussi. Et tout ça, ça fait des gens qui ont une base sociale forte avec la terre, qui ont des échanges parce que ces métiers, que ce soit la prêtrise, que ce soit l'armée, les obligent à tourner, à aller notamment en Italie beaucoup, et aussi, par exemple, Charles a été député de la noblesse de Corse, et donc il est allé à Versailles, et ils voient des choses, ils font venir des choses, et vous voyez, si on avait pris, par exemple, le XVIIe siècle, Corse, avec les Génois, ça aurait été bien, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus statique. On aurait pris, après cette époque-là, la Restauration et après le Second Empire. Ça aurait été bien, mais ça aurait été très statique aussi, parce qu'un seul modèle. Là, il y a tout. Là, il y a selon la famille, selon si elle est pro-française, si elle est proche par exemple, les Rivaro, là, essayaient d'être proches du roi de Piémont-Sardaigne. Il y en a d'autres qui ont des liens avec les grandes familles patriciennes d'église de Rome. Donc, tout ça, on le voit dans le mobilier et on le voit arriver en Corse. Alors, cette élite, elle s'adresse à quels artisans ? Est-ce qu'elle commande, elle demande des copies à des artisans insulaires ? Comment s'organise le marché du meuble ? C'est la grande question, ça. Puis la question qui va avec, c'est est-ce que c'était fabriqué en Corse ou est-ce que c'était copié ? Exactement, vous anticipez. Voilà, tout se passe là. C'est exactement. Alors, on a trouvé des choses, on n'a pas tout trouvé, parce qu'il faut laisser du travail à vos successeurs, qu'ils aient de quoi s'amuser pour la décennie à venir. Mais ce qu'on a trouvé, c'est par exemple un cas. On avait acheté au musée de la Corse le mobilier de la maison de Giuliani à Mours, en Balagne. Et très beau mobilier. Et puis, on se rend compte que derrière un miroir, il y a une étiquette qui dit que ce mobilier est fait par Fortunato Castiglione de Livourne. Bon, on écrit à nos collègues de Livourne, enfin on s'envoie des mails aujourd'hui, ça va plus vite, et on leur dit, est-ce que vous connaissez cet ébéniste ? Alors au début, ils me disent, mais où tu l'as trouvé ? Personne ne le connaît. J'ai dit, non mais cherchez un peu. Ils ont cherché un peu, et ils nous ont trouvé l'ébéniste. Et cet ébéniste qui travaille pour les Giuliani de Mours, c'est celui qui fabrique du mobilier pour la reine Marie-Louise de Bourbon, reine d'Étrurie, celle qui succède à Elisa Bonaparte sur le trône de Toscane. Donc déjà, c'est intéressant. Et après, on se dit, mais qui c'est cette famille de Giuliani qui se mesure à une reine Bourbon ? Et après, on regarde et on voit que le gars, il est né en Corse, il a été élevé à Rome, il était docteur en médecine, en physique et en mathématiques. Qu'à un moment donné, il revient en Corse et il est élu général de la nation à la Consulta de Baudres en 1746. Donc vous voyez, et Paoli pareil, Paoli lorsque c'est pas nous, ça avait déjà été publié, mais j'en ai republié un résumé dans le catalogue parce que je crois que c'est important. Paoli lui-même dépense 630 écus, ce qui est une grosse somme pour le gouvernement paolien, pour le décor de la salle du Conseil et du Palazzo National, des appartements de réception du Palazzo National. Donc pour voir que pour ces familles, c'est un enjeu énorme. Dans le cas de Paoli, le meuble, il change même de destination, c'est-à-dire qu'il incarne, il matérialise la puissance publique. Oui. Il va faire réaliser un dais, il va faire réaliser des armoiries brodées au fil d'or, des armoiries de la Corse, et ça coûtait très cher. Et puis alors, ce qui est fascinant aussi chez Paoli, c'est qu'on voit qu'il envoie Rivaro, que par exemple le décor de la chapelle va venir de la région de Vicence près de Venise, d'autres éléments vont venir de Milan. On voit qu'il n'achète pas n'importe quoi, n'importe où.
Donc il y a cette volonté comment dire, d'avoir les meilleurs éléments. Et après, c'est vrai aussi qu'il y a cette grande question du XVIIIe siècle corse, c'est que ils sont très attentifs à l'image qu'ils donnent au reste du monde. Oui, parce que du continent italien ou du continent français, la Corse, elle apparaît comme relativement peu raffinée, peu élégante. Et les émissaires ou les auteurs ou les missionnaires qui viennent pour une quelconque mission, je me répète, en Corse, sont plutôt surpris. Oui. De voir le raffinement et l'élégance. Oui, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils voient ces énormes maisons, déjà la taille les impressionne, ils pensaient arriver chez les bons sauvages, ils voient ces énormes maisons, après ils rentrent dans ces maisons, là ils voient un très beau mobilier, et puis ils rencontrent des gens qui ont une double culture littéraire, ils ont tous lu les grands auteurs italiens, l'Arioste, le Tasse, les grands auteurs et les philosophes des Lumières, que ce soit Voltaire, Hume, on a des lettres, des Maringues, des Carafa qui écrivent à tous ces gens-là, et donc une culture de niveau très élevé, et puis après la culture politique. C'est quand même un gouvernement, un des premiers gouvernements démocratiques qui se met en place. Et donc avec toutes les lectures qui vont avec, les modèles de l'Antiquité romaine et puis les modèles politiques du XVIIIe, du siècle des Lumières. On va revenir un petit peu aux artisans. Je crois que la vallée d'Orez comptait près de 200 artisans. Alors Pantaleon Alessandre dit 400. 400. Et donc c'était un artisanat très très fort. Et la vallée d'Orez, ça c'était certains des meubles qu'on a montrés dans l'expo, et notamment ceux qu'achètent les Bonaparte, c'est des meubles vraiment parmi les plus hauts, des plus hauts modèles qui viennent d'Italie. Bon, là, c'est des fabrications qui sont faites en Corse, mais on voit qu'ils suivent les modèles importants, qu'ils suivent les modes. Mais alors c'est amusant parce que selon les meubles, vous avez des meubles qui varient très peu et des meubles qui suivent les modes. Là, on voit la table pisane, dite table d'Orez, maintenant, avec les pieds en forme de lyre. C'est très joli, ça. C'est très et les entretoises en forme de... Alors, ça partait du dauphin baroque, que vous voyez dans les fontaines d'Aix, par exemple, et ça se termine en espèce, moi j'appelle ça la murène, de monstres mi-fantastiques, mi-poissons, qui étaient très utilisés à l'époque. Est-ce qu'il y a, Jean-Marc Olivez, un style corse qui émerge ? Là, par exemple, le style, ça apparaît aussi dans les choses où on voit l'investissement fort sur un ton long. Par exemple, là, la table dorée, on voit qu'elle perdure quasiment des années 1540-1560 jusqu'aux années 1750. Quand vous avez un modèle qui perdure autant, ça veut dire qu'il correspond parfaitement à la société qui l'achète. Et là, on peut dire que c'est un meuble corse. Même si le modèle... Alors, est-ce qu'il a été pisant? Moi, j'ai regardé du côté de Pise, j'ai pas trouvé de choses comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça correspond à un meuble européen qu'on retrouve beaucoup. C'est l'équivalent de la table espagnole, de la table Louis XIII et de la table baroque en Italie. Et ça a beaucoup plu aux Corses. Et c'est vrai que c'était un très beau meuble, en général fait dans de très beaux bois, soit du noyer, parfois du châtaignier, et avec un travail extrêmement raffiné, notamment dans les palmettes, les rosaces, tout ça, on voit que c'est très soigné. L'autre influence de l'époque, c'est quand même le mobilier religieux. Il y a des grands maîtres qui sont restés dans l'histoire. On peut citer Pellegrini à Ers, Parcio à Monte, ça c'est en Casique, ou Campane en Castaniche, donc qui œuvrait plus sur du mobilier religieux, qui a inspiré le mobilier domestique. Alors d'une part... Il y a même des moines artisans, je crois. Oui. Par exemple, les capucins, dans les monastères dédiés à Saint-Antoine, faisaient eux-mêmes les tabernacles. Alors, ils sont en forme de petits temples avec des colonnes torses. C'est très joli et ça montre une qualité d'exécution exceptionnelle. Mais sinon, alors, le mobilier religieux, il a aussi un intérêt pour nous dans l'expo, c'est qu'il est souvent signé. Ce que n'étaient pas les autres meubles. Et là, par exemple, dans une famille de Castaniche, on a trouvé la commode que je vois devant moi et qui est inspirée des modèles des sacristies. Donc on imagine très bien la famille, qui est une famille patricienne, qui a donné des sous pour le couvent ou pour l'église du coin. Et les artisans ont fait un très beau meuble de sacristie. On en présente dans le catalogue. Ils sont magnifiques, les meubles de sacristie en Corse. Et cette famille-là dit... Est-ce que vous pourriez me la décliner sous forme de commode pour décorer mon intérieur? Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que par le style, on peut retrouver l'auteur. Alors, tous ces éléments sont visibles et sont installés dans les salles d'exposition permanentes, pour certains en tout cas, de la maison Bonaparte. Vous avez travaillé avec le musée de Bastia, avec le musée de Corté, mais également vous avez des collections privées, des prêts. Comment avez-vous réussi à réunir tous ces éléments?
Alors, on a beaucoup tourné. Moi, il y avait par exemple le très beau secrétaire, mais qui est sur la couverture, là. Je l'ai vu il y a à peu près 30 ans en Balagne, et je m'étais dit, celui-là, un jour, il faudrait que je l'expose. Je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas comment, mais il est très très beau. Il appartient à une famille de Costa en Balagne. Et vous voyez, on se souvenait de ça. Et puis après, on discutait entre nous, est-ce que tu as vu ci, est-ce que vous avez vu là? Et après, on a commencé à faire un corpus. Hein. Mais l'intérêt, ce serait que dans les 10 ans qui viennent, ce corpus soit encore enrichi. Moi, je dis, cette expo, c'est une... Alors, on a trouvé beaucoup de choses, hein, on ne va pas faire des modestes, on a trouvé beaucoup de choses. Mais il y a encore énormément à trouver. Alors ça devrait être une sorte de plateforme pour échanger, pour compléter, et pour, dans 10 ans, faire une belle expo sur le mobilier en Corse. Là, on a été des explorateurs, on a trouvé des choses, hein, mais c'est un départ. Alors, on reste avec vous à Ajaccio, Marie-Ange, toujours, avec l'enfance de Napoléon. Oui, période peu explorée artistiquement, en tout cas. Alors, on va parler d'un court-métrage, celui d'Isabelle Dolce, qui s'appelle Au commencement, avec entre autres Nathalie Desanti, Danaï Sepulcre et Alexandre Opecin. Le contexte, la Corse devient française, Pascal Paoli est contraint à l'exil et Napoléon est tout petit et animé par une espèce de révolte révolutionnaire. Alors le pitch, c'est Napoléon qui se réveille, qui se précipite dans la nuit pour assister à une sorte de réunion clandestine où il découvrira qu'un complot se déroule qui aboutira à un assassinat. De là, on perçoit un petit peu la psychologie du jeune Napoléon qui est tiraillé entre l'enfance d'un petit garçon, je dirais, normal, et déjà ce désir de rentrer en politique, d'avoir des combats. Alors, on est vraiment dans le tiraillement de beaucoup de familles à cette époque-là, c'est-à-dire la rébellion ou l'acceptation et le ralliement à la monarchie. D'ailleurs, c'est résumé dans une phrase dans le film qui est « En Corse aujourd'hui, il vaut mieux être ambitieux qu'enragé ». Napoléon se fait bien sûr un petit peu comme tous les petits enfants engueuler entre guillemets par sa maman parce qu'il se bat avec ses amis et il joue, et on le voit d'ailleurs dans la scène, il joue au conquérant. Sauf que ça amène vraiment, et c'est ça que je trouve qui est bien fait dans le film, outre la période historique, ça amène vraiment le caractère de Napoléon qui est animé par une ferveur, si innocente soit-elle, sera bien sûr déterminante dans son parcours. Et il va se rendre compte que toutes ses croyances et espérances d'enfant vont être un peu... son père va lui couper l'herbe sous le pied, en gros, en l'envoyant dans une école militaire, ce qui prend vraiment pour un affront et qu'il ne veut pas. Mais ça réveillera bien sûr ses désirs de conquête. Et alors, j'en dis pas plus, mais il y a une très belle scène de fin et une très belle scène d'ouverture qui se rejoignent. On dit un petit mot de l'acteur principal, bien sûr, qui est Nathalie Desanti, qui est, je trouve, superbement casté. Un petit garçon châtain aux yeux clairs, mais peu importe son physique, ce qui est intéressant, c'est que il a vraiment dans le regard, il est toujours à la limite des émotions. Il est vraiment la lisière entre la colère, les pleurs. Il y a vraiment une tension. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il a une espèce de distance. On le considère presque jamais tout au long du film comme un enfant. Et on voit vraiment tout le temps l'empereur en devenir. Donc voilà, je dis, ce film passe dans le cadre du Festival des Nuits méditerranéennes. Donc je dis les dates. Alors, le 7 avril à Furiani, le 13 avril au Grand Action à Paris et le 15 avril à l'Ellipse. Si vous voulez m'accompagner, on y va ensemble. Allez, le rendez-vous est pris. Merci. Ça correspond bien au caractère de Napoléon, cette ferveur déjà enfantine. Oui, et puis on a des descriptions chez les historiens, justement, de cette capacité à s'engager, à aller se bagarrer avec les soldats de la citadelle. Oui, c'est vraiment son personnage. Et puis il faut rappeler, on le voit des fois dans des films, hein. Je pense à ce film qui se passait avec des officiers. Ils sont officiers à 15-16 ans à cette époque-là. Hein, c'est-à-dire à 15-16 ans, ils doivent commander des hommes dans des navires, bombarder d'autres navires. Donc il faut être prêt, quoi. C'est pas question de dire je vais attendre d'avoir ma majorité. Non, non. C'est à cet âge-là, surtout dans les familles patriciennes, on vous prépare à être un chef très très tôt. Et Napoléon, dès son enfance, on le voit se poser un tas de questions, à la fois en termes d'idéologie politique, et puis en même temps en capacité à exercer. Bon, il ne pensait pas qu'il allait finir empereur. Hein. Je ne pense pas qu'aucune, voyante d'Ajaccio lui avait promis un truc pareil. Mais néanmoins, c'est vrai. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est vrai. Historiquement, c'est très plausible.
Je crois que d'ailleurs la réalisatrice a fait un énorme travail de recherche parce que c'est parti d'une curiosité pour Napoléon et cette période, et ça a vraiment abouti en véritable travail de recherche. Et c'est le piège des courts-métrages historiques, c'est de ne pas être trop cheap. Et là, pour le coup, c'est assez bien réussi, et dans la réalisation, et dans les costumes, la lumière. Je trouve ça assez bien réussi. D'une manière générale, Jean-Marc Olivier, est-ce que vous vous tenez informé, je suppose, de tout ce qui sort, est produit ou est publié sur Napoléon ? Alors on essaye, mais c'est monstrueux. Oui. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je me cantonne à l'époque corse, à Ajaccio. Après, bien sûr, il y a des recherches intéressantes, il y a des catalogues, il y a des expositions qui renouvellent certains sujets. Mais par exemple, les batailles, je suis... Et je connais un peu, mais je ne peux pas me spécialiser là-dedans, vous voyez. Donc, nous, on s'arrête. Il y a ce portrait de Napoléon en costume du sac, mais c'est déjà tardif, parce que nous, c'est vraiment... On s'arrête pratiquement au consulat, pratiquement, vous voyez. Mais alors là, on essaye de lire tout ce qui sort. C'est déjà monstrueux. Et après, sur toute la durée, on essaye de suivre. Et on arrive même jusqu'au Second Empire, puisque Napoléon III et Eugénie ont un regard très, très chaleureux sur la maison Bonaparte. Tout à fait. Pour revenir à notre mobilier qui nous intéresse, est-ce que vous diriez qu'il y a des styles différents entre Ajaccio et Bastia et l'intérieur de l'île, ou même entre Ajaccio et Bastia ? Alors, dans les villes, c'est sûr qu'il y a, parce que se concentre là, justement, cette élite urbaine, cette élite cultivée, puis souvent aussi les leaders. Donc, il y a une concentration, mais que vous trouvez aussi dans certains palaces et dans certaines maisons de maître dans les villages. Mais les villes, elles offrent une concentration de ça. Après, entre Ajaccio et Bastia, il faut se rappeler qu'à l'époque, Bastia, c'est la capitale de la Corse. C'est Napoléon qui, plus tard, va mettre Ajaccio à sa place. Et elle est plus grande que toutes les autres villes. C'est là que sont les organes de gouvernement. C'est là que... il y a le maximum de commerçants, le maximum d'échanges. 5 000 habitants, je crois, à l'époque. Voilà, 5 000 à peu près, oui. Alors qu'Ajaccio est à 3 000, 2 500, 3 000. Bon, déjà, la démographie. Oui. Je ne sais plus quel auteur disait que, par exemple, Tsigavo avait moins d'habitants qu'Ajaccio à cette époque-là. Il y avait des gros villages dans l'intérieur. Vico aussi était très peuplé, vous voyez. Donc, c'est pas la Corse qu'on connaît aujourd'hui, surtout littoral. Et je pense qu'en fait, donc, ça devait donner cette image-là, c'est-à-dire Bastia peut-être plus ouverte, parce que port, et Ajaccio surtout s'est développé surtout avec le mobilier directoire et empire. Alors, on le disait en tout début d'émission, le catalogue a été réalisé avec 17 contributeurs. Est-ce que c'est courant, est-ce que c'est l'usage pour ce type d'exposition d'avoir 17 contributeurs ? C'est-à-dire que dans la mesure où on avait peu d'informations sur ce sujet, je vous dis, on est parti, il a travaillé avec nous, il fait partie des 17 contributeurs, on est parti des travaux de Pantaléon Alessandre. Après, pour l'histoire de l'art, il fallait qu'on ait des regards différents. Certains regards sont plus anthropologiques, d'autres plus techniques. Et puis, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Il y a par exemple des contributeurs qui ont travaillé sur les inventaires après décès. C'est-à-dire, on ne sait plus où sont ces meubles, mais on sait que tel personnage important de l'histoire de la Corse avait ceci, ceci et cela, qu'il utilisait comme ceci ou comme cela dans sa maison. Ça, c'est très important aussi. Alors, on essaie de faire cette concentration de faisceaux pour éclairer le sujet, pour l'éclairer du mieux qu'on pouvait. Bon, il reste des zones d'ombre, mais sinon ce serait pas marrant. Mais ça apportait beaucoup, je pense qu'on a apporté beaucoup au sujet du mobilier en Corse. Alors c'est une exposition temporaire, elle est jusqu'au 8 juillet, mais la maison Bonaparte, la particularité de la maison Bonaparte, c'est d'organiser, de monter des expositions qui finissent juste avant la période estivale. Alors on a eu justement les notables sous le Second Empire, Napoléon et l'exil, le Napoléon d'Abelgance. Pourquoi ce choix d'arrêter avant la saison estivale? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux insulaires ou pas seulement? Mais il y a deux raisons. Il y a une raison, c'est de dire, l'été, de toute manière, on a tellement de monde. Mais tellement de monde, on est constamment en train de bloquer à l'entrée les gens parce que sinon on dépasserait les quotas de sécurité. Donc il ne faut pas chercher à faire venir du monde de l'été. Alors on essaye de les faire venir avant la saison. Et puis on a un public souvent plus attentif avant la saison,
qui regardent plus, qui posent plus de questions, qui ont envie d'en savoir plus. Et puis pour les Corses et les Ajacciens, parce que quand ils voient la queue devant la maison Bonaparte l'été, je crois qu'ils sortent leur crucifix à Rousdaille et ils s'enfuient en courant. Alors que là, non, ils viennent, ils savent que c'est des sujets en plus qui les intéressent. Là, ils viennent et je pense que ça nous permet de fonctionner sur toute l'année avec ces deux publics très différents. Est-ce que, je suppose que oui, mais est-ce qu'on réfléchit déjà à l'exposition d'après? Oui. Dites-nous en plus. Eh bien justement, c'est ce sur quoi vous êtes intervenu, hein, c'est-à-dire la jeunesse de Napoléon. On sait peu de choses parce que quand c'était une famille patricienne, cultivée, des gens très intéressants, mais quand ils sont jeunes, même Charles et Laetitia, il n'y a pas de portrait d'eux, ils ne sont pas célèbres, ils n'ont pas beaucoup de sous. Les portraits en robe de course arrivent sous l'Empire. Et là, on sait peu de choses, on a peu de portraits. Alors on est en train de réfléchir à comment on va raconter ça. Alors le fait que sorte le film d'Isabelle Dolce, qu'on puisse on va essayer de montrer un peu cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on en sait et comment ça se passait? Écoutez, c'est parfait, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Jean-Marc Olivez, merci. Merci à vous. De nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle donc que le mobilier en Corse au temps des Bonaparte est visible jusqu'au 8 juillet prochain à Ajaccio, Musée national de la Maison Bonaparte, bien sûr. Marie-Ange Philippe, merci. Merci à vous. À très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt, dès demain, d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.